Pour débattre au sujet de ce nouveau vote du Parlement britannique sur le Brexit, deux invités. Paul Thompson, vice-président du Parti conservateur britannique à Paris. Fergan Azihari, analyste en politique publique, collaborateur à l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Alors qu'en Angleterre, c'est l'ébullition. On vote ce soir, une fois encore, sans surprise. On devrait écarter, les députés britanniques devraient écarter ce soir l'idée d'un accord sans sortie. On a entendu Michel Barnier nous dire qu'il ne fallait pas sous-estimer les conséquences d'un no deal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffon rouge qu'on ne cesse d'agiter? Je pense que le discours de Michel Barnier n'est pas du tout à prendre au sérieux, dans ce sens que les chances, contrairement à ce qu'il indique, les chances d'un no deal imminent sont extrêmement minces. On verra bien dans quelques minutes quelle est l'issue de cette vote, mais absolument tous les pronostics indiquent une forte majorité pour rejeter une sortie sans accord. Donc dire on n'a jamais été dans une situation dans ces grands dangers est franchement absurde. Je pense qu'il essaie de créer une ambiance un peu théâtrale, mais ce n'est pas du tout à prendre au sérieux. Et j'ajouterais que son propos disant que c'est à Londres de se prononcer est un leitmotiv que lui répète depuis des mois et des mois et des mois, sachant très bien ce que veulent les Britanniques, parce que ça a été clairement dit, à savoir une limite dans le temps pour le filet de sécurité et ou un mécanisme qui permettrait, dans certaines conditions, une sortie unilatérale du Royaume-Uni. Donc c'est archi faux de dire on ne sait pas ce que veulent les Britanniques. C'est un discours pour cacher le fait qu'il ne veut pas bouger malgré l'immense difficulté que ce sujet crée de toute évidence au sein de la classe politique. Donc c'est un discours qui est vraiment pour la galerie et pas du tout à prendre au pied de la lettre. Fergan Azihari, vous êtes d'accord avec Paul Thompson? On agite un petit peu un chiffon rouge pour mettre la pression, mais dans le fond, c'est du bluff finalement. Mais il y a quand même un paradoxe. C'est vrai, je suis d'accord sur le fait que la probabilité d'une sortie de l'Union européenne sans accord est assez maigre, mais c'est paradoxal parce que les Britanniques s'entêtent à vouloir négocier avec une Union européenne qui elle-même n'a pas intérêt à concéder un accord satisfaisant, parce que c'est officiel, la position des 27 États membres, ça a été dit et répété, c'est de rendre le Brexit le plus coûteux possible pour décourager toute forme de contagion indépendantiste au sein du continent européen. Donc les Britanniques, sachant cela, à mon avis, devraient quand même se dire mais je suis en face d'un interlocuteur qui n'a pas intérêt à prendre en compte mes intérêts. Et donc, face à ça, la réponse la plus stratégique, à mon sens, serait de cesser de se bercer d'illusions sur la possibilité d'atteindre un accord satisfaisant et de prendre en compte le fait que cet accord satisfaisant, c'est un rêve, c'est une utopie, c'est une illusion. Et dans ce cas-là, eh bien, opter pour un scénario fondé sur le no deal. Un scénario qui est discuté, d'ailleurs, qui est commenté dans la vie politique et intellectuelle britannique. Beaucoup de think tanks britanniques influents comme l'Adam Smith Institute, l'Institute of Economic Affairs, ont esquissé les possibilités d'une sortie sans accord, ce qui impliquerait une libéralisation unilatérale du commerce extérieur pour réduire au maximum les dégâts infligés par le retrait du marché unique. C'est un scénario qui est tout à fait crédible sur le plan technique. Quand vous dites une libéralisation unilatérale, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a plus de droits de douane, s'ouvrir au commerce, les importations, sur les exportations également dans les deux sens? C'est-à-dire, c'est qu'au niveau des exportations vers l'Union européenne, on sait qu'il va y avoir, en cas de no deal, une restauration des barrières douanières. Ça, c'est inévitable et donc il y aura de la casse. Ça, c'est inévitable. En revanche, du côté des importations, il ne tient cela dépend essentiellement des Britanniques de dire, eh bien, nous, on n'impose pas de barrières douanières ou de barrières non tarifaires, de réglementation qui réduiraient les importations
et ce qui augmenterait donc le coût de la vie pour les consommateurs, ce qui réduirait aussi la productivité de l'économie britannique, puisqu'on le sait, les avantages de l'ouverture de l'économie locale à la concurrence internationale résident dans l'accroissement de la compétitivité de l'économie britannique. Paul Thompson, ce sont des idées assez, alors voilà, elles sont solides, en tout cas argumentées, mais quand même assez minoritaires. Vous partagez ce genre d'avis avec votre voisin? Il y a d'éminents économistes britanniques, Monsieur Roger Bootle par exemple, qui est très connu au Royaume-Uni, qui épouse des idées assez similaires à ce que vient de mon voisin. Pour ma part, je pense que l'idée qu'on devrait prôner, vouloir une sortie sans accord n'est pas juste. Je pense ce serait une erreur néanmoins d'exclure cette hypothèse, parce qu'effectivement sur le plan tactique, ce serait faire encore un énorme cadeau à l'Union européenne, alors que on leur en a déjà fait beaucoup trop. Vous parlez de tactique, Paul Thompson, mais oui. Est-ce que vous avez peur des conséquences économiques sur l'Union européenne, mais certainement pas, vous êtes anglais, en tout cas au Royaume-Uni? Est-ce que, comme beaucoup, vous agitez ce chapeau rouge du désastre économique qui pourrait suivre une sortie sans accord? Personnellement, je pense que personne qui est vraiment à un certain degré de connaissance en la matière s'attend à une catastrophe. Il y aurait des perturbations, ça c'est admis par absolument tout le monde, y compris les pros partir sans un accord. Mais ce ne serait pas une catastrophe et il y aurait une période d'ajustement qui serait limitée parce qu'il y aurait des dépenses en moins, l'argent qui n'irait pas financer l'Union européenne. Il y aurait un régime destiné à stimuler la croissance. La Banque d'Angleterre a dit qu'elle interviendrait pour soutenir l'économie. Et le capital en termes de relations économiques dont jouit le Royaume-Uni à travers le monde serait mis à contribution pour redémarrer sur de nouvelles bases. Néanmoins, un no deal serait mauvais parce que le Royaume-Uni et les autres pays européens resteront toujours voisins. Et ce qui est particulièrement regrettable dans la façon dont l'Union européenne aborde ces négociations, je suis d'accord avec vous, elles sont abordées dans un esprit punitif et pédagogique, pour montrer à tous les mauvais sujets à l'intérieur de l'Union européenne qui aura quelque velléité de quitter, de s'échapper de la prison, que ça va leur coûter très cher, ce sera extrêmement pénible. Mais c'est une erreur d'approche de se prendre comme ça. Et au contraire, on devrait chercher à construire une relation positive. Précisément, on dirait que le gouvernement britannique découvre cette approche punitive. On peut se demander pourquoi la stratégie du libre-échange unilatéral n'est pas immédiatement adoptée. Le gouvernement était trop naïf pendant longtemps. D'autant plus qu'historiquement, il y a des précédents. Le Royaume-Uni est bien placé pour connaître les bienfaits du libre-échange unilatéral. On se rappelle qu'en 1848, avec l'abolition des Corn Laws, le Royaume-Uni s'ouvre unilatéralement au commerce international, qu'il y a beaucoup de précédents qui sont soulevés dans les médias britanniques, le cas singapourien, le cas hongkongais, autant de puissances économiques qui n'ont pas attendu. Mais vous savez que l'Europe n'est pas le même contexte que Singapour ou Hong Kong? C'était pas le même contexte, mais les lois économiques sont partout les mêmes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la réciprocité pour ouvrir votre marché et bénéficier des avantages du commerce extérieur. Or, aujourd'hui, l'erreur du gouvernement britannique est de surestimer la valeur ajoutée du multilatéralisme, alors qu'en soi, il pourrait montrer l'exemple et faire un pied de nez aussi à Bruxelles en montrant que l'utilité de l'Union européenne pour sauvegarder l'intégrité du commerce international est somme toute très relative. Et d'ailleurs, ce scénario est assez redouté à Bruxelles. Rappelons quand même que dans le mandat de négociation des 27 États pour négocier cet accord, un éventuel accord commercial après le Brexit, il est explicitement noté qu'on négocie à condition que le Royaume-Uni s'abstienne de faire du dumping réglementaire et fiscal. Autrement dit, on craint l'hypothèse que le Royaume-Uni puisse unilatéralement
faire concurrence à l'Union européenne sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal, et s'ériger en une espèce de paradis commercial fiscal aux portes du continent. Paul Thompson, je sens que ça vous perturbe. Ça ne me perturbe pas, mais je pense qu'il faut... Il en faut beaucoup pour vous perturber. Ça ne me perturbe pas, mais je pense qu'il faut ajouter qu'il n'y a pas que la dimension économique qui entre en ligne de compte. Cette dimension est très importante, bien entendu, mais il y a aussi la dimension sécurité, échange d'éléments de renseignement. Et le Royaume-Uni a abordé le processus de négociation avec une certaine naïveté, on est obligé de constater rétrospectivement, parce que, comme Theresa May l'a dit à maintes reprises, les deux parties auront besoin l'une de l'autre à l'avenir, et ils ont toutes raison de négocier de bonne foi pour trouver une solution constructive. Dans l'abstrait, c'était parfaitement juste. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas tenu compte de cette volonté de punir qui inspire, et on l'a entendu encore ce soir dans la bouche et de M. Macron et de M. Barnier. Il y a une véritable volonté de punir le mauvais élève, et donc cela pollue, je dirais, toute la négociation jusqu'ici. Et l'équipe britannique aurait pu s'en rendre compte plus tôt et en tirer les conséquences qui s'imposaient. Et ce sera le mot de la fin. Paul Thompson, vice-président du Parti conservateur britannique à Paris. Merci également à vous, Ferghane Azihari, d'avoir été avec nous pour débattre, alors qu'on devrait connaître dans quelques instants le résultat de ce vote, de ce nouveau vote ce soir au Parlement britannique. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci.